Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, on va essayer de faire le cours en audio. Ça vous fera un petit peu moins de lecture et peut-être un cours plus vivant, du moins je l'espère. Il y a juste une contrainte technique, il faut que le site, le blog puisse supporter les différents fichiers que je vais essayer de greffer là-dessus. On revient donc à notre correction du bac blanc et à notre traitement du sujet. Suffit-il de suivre ses désirs pour être libre? On avait pu faire dans les étapes précédentes l'analyse du sujet et puis je vous ai donné un exemple d'introduction. C'est une introduction un petit peu particulière parce que elle ne suit pas le schéma classique de ce que je vous ai enseigné depuis le début de l'année. Elle repose sur une citation littéraire. Je n'ai pas beaucoup procédé comme ça précédemment. Ça reste faisable. Je pense que même les correcteurs peuvent apprécier qu'on démarre ainsi sur une référence académique, théâtrale, et qu'on exploite la complexité d'un personnage comme Hernani pour pouvoir mettre en route la réflexion autour des désirs de la liberté et de leur rapport. On en arrive donc à un point où on sait à présent de manière assez précise quel genre de problème il va falloir qu'on traite, quelles difficultés il va falloir résoudre. On est à ce moment-là en situation de pouvoir faire un petit peu un recensement des différentes issues qui s'offrent à nous, des différentes réponses qu'on va pouvoir donner à cette question. Euh, comme en terminale, vous avez affaire presque exclusivement à des sujets de type questions fermées, eh bien, il y a au moins deux de ces issues qui sont pas très compliquées à trouver, le oui et le non, le pour et le contre. Ça marche très bien avec notre sujet, suffit-il de suivre ses désirs pour être libre, puisqu'on voit très bien que on est conduit assez naturellement à devoir trancher entre le oui, il suffit de suivre ses désirs pour être libre, et le non, il ne suffit pas de suivre ses désirs pour être libre. La difficulté, ça va précisément être de sortir un petit peu de cet affrontement entre le oui et le non, parce qu'il peut être stérile et parce que ce qu'on attend aussi de vous à ce stade-là de l'année et de votre scolarité, c'est que vous soyez capable d'un petit peu de finesse, d'un petit peu de nuance pour sortir de ce combat assez manichéen entre le oui et le non. Je m'attarde un instant sur ce point parce que c'est vraiment l'une des clés de la réussite pour une dissertation. Il faut bien que vous compreniez que l'obstruction du oui par rapport au non, du non par rapport au oui, leur neutralisation réciproque, c'est vraiment la base du problème philosophique. C'est d'ailleurs ce qu'on met en évidence dans l'introduction. S'il y a un problème, c'est parce que on n'a pas, lorsqu'on est confronté à une question comme suffit-il de suivre ses désirs pour être libre, une seule solution qui se présente d'elle-même, qui a l'air d'être la seule vraisemblable et qui écrase toutes les autres. Si on a affaire à un problème philosophique, c'est précisément parce qu'il y a cette espèce de compétition entre au moins deux solutions qui paraissent toutes les deux aussi vraisemblables l'une que l'autre, au moins au premier regard en tout cas. Peut-être qu'après coup, on va se rendre compte qu'il y a un déséquilibre et qu'on penche plus vers l'une que vers l'autre. Mais en tout cas, au premier regard, c'est quand même plutôt cette espèce de neutralisation réciproque qui l'emporte. Alors vous comprenez bien que si c'est ça qui doit permettre dans l'introduction de créer un problème, bah, ça ne peut pas être cette même opposition du oui et du non qui va nous livrer la solution. On ne peut pas compter sur son développement sur cette alternance de oui et de non et de oui, avec une première grande partie, oui, il suffit de suivre ses désirs, une deuxième grande partie, non, il ne suffit pas de suivre ses désirs, et puis on serait tranquille, on pourrait aller vers la conclusion. Si on fait ça, tout simplement, on va répéter le problème, on ne va pas le résoudre. Alors, toute l'astuce, et encore une fois, l'une des clés de la réussite, ça va consister exactement à sortir de cet affrontement stérile, de cette contradiction pure et simple, dont il ne peut rien ressortir de bon entre le oui et le non. Pour autant, certains pourraient rétorquer que
on a toujours entendu dire qu'il fallait bien, dans sa dissertation, dans ses devoirs, dans ses rédactions en général, faire la part des choses et laisser une place pour le oui, laisser une place pour le non. Surtout ne pas commettre l'erreur de ne développer que l'une des deux réponses et d'abandonner totalement l'autre. C'est vrai, c'est absolument vrai, mais il faut le faire avec la manière. Heu, Ce qui va se passer tout simplement, c'est qu'on va chercher une manière de rendre cette contradiction fertile. De passer de la première contradiction, celle qu'on expose dans l'introduction et qui est une contradiction stérile, à une, contradiction mieux organisée, mieux maîtrisée, qui elle, va s'avérer fertile. Et là, vous retrouvez, et c'est pas du tout un hasard, c'est, directement fait exprès, vous retrouvez, les indications que j'avais pu vous donner en tout début d'année sur les toutes premières heures de cours à propos de, la méthode de la philosophie et en particulier de sa dimension dialectique qui, implique, par le dialogue justement, de pouvoir, surmonter en rencontrant une objection les insuffisances d'une première idée pour accéder à une version meilleure, plus profonde, plus consistante de cette même idée, de sa propre thèse. Donc on va retrouver tout cela et on va le faire à l'échelle non pas d'un cours, non pas d'un dialogue, mais d'une dissertation, en faisant en sorte que la rencontre avec des objections soit un moteur de la réflexion dans la dissertation. Donc toujours le oui et le non, mais organisés de telle manière que, ils vont permettre de se dépasser l'un l'autre et non pas de, faire barrage l'un à l'autre. Pour obtenir ce résultat, donc pour passer de la contradiction stérile à la contradiction, fertile, on va en fait avoir besoin de 2 choses, de 2 ingrédients. Le premier de ces 2 ingrédients, c'est, de, savoir exactement comment on va pouvoir organiser nos, différentes, hypothèses, comment on va pouvoir les faire, se succéder dans la réflexion pour qu'on ait vraiment l'idée d'une progression, d'un grand 2 qui fait mieux que le grand 1, d'un grand 3 qui à son tour fait mieux que le grand 2, une progression et non pas une sorte de stagnation que marquerait bien l'espèce d'hésitation qu'on pourrait avoir entre ah bah d'un côté on a des raisons de dire que oui, il suffit de suivre ses désirs, mais d'un autre côté on a des raisons de dire que non, il ne suffit pas de suivre ses désirs. Il faut vraiment mettre en place cette progression et là c'est surtout l'articulation entre le grand 1 et le grand 2, puis entre le grand 2 et le grand 3 qui va, importer. C'est la manière dont on fera la bascule de l'un à l'autre qui, va compter. Et puis le deuxième ingrédient dont on va avoir besoin, c'est, éventuellement, ça c'est pour la version un peu plus exigeante, si jamais on est assez à l'aise et que on veut, pousser, vers, une plus grande qualité, sa dissertation. Le deuxième ingrédient donc, dont on va avoir besoin, c'est, tout bonnement, une thèse qui ne soit, ni le oui pur et simple, ni le non pur et simple. En effet, hein, le meilleur moyen de, dépasser cette opposition stérile entre oui et non, c'est de, parvenir à montrer qu'une troisième voie existe et qu'une autre solution un petit peu plus fine va pouvoir être mise en place et va constituer la troisième et dernière étape de la dissertation, si on reste évidemment dans le cadre très classique, d'une dissertation en 3 parties: thèse, antithèse, synthèse, le oui, le non et une réponse qui accumule les avantages du oui et du non, tout en évitant leurs propres défauts qui montrent comme ça cette finesse d'analyse et de synthèse. Concrètement, comment on s'y prend? Il me semble que le plus simple, c'est de commencer par exploiter à fond le potentiel du oui et du non, leur richesse propre, et de pas tout de suite chercher à aller vers la troisième voie, la synthèse,
qui, elle, va exiger un petit peu plus de réflexion. Donc, autant y aller progressivement, autant, dans un tout premier point, se donner le temps d'exploiter vraiment, d'approfondir ce qui, va constituer les réponses les plus accessibles, les plus simples dans le cadre d'un sujet fermé. Donc, sur sa feuille de brouillon, on, note, sur une page, nouvelle, histoire de bien s'organiser dans les différentes feuilles de brouillon. On note, en haut, l'hypothèse que l'on va travailler. Oui, il suffit de suivre ses désirs pour être libre. Et puis sur une autre page, on fera la même chose avec, non, il ne suffit pas de suivre ses désirs pour être libre. Et ainsi, on essaye de voir tout ce qu'on pourrait mettre, là-dedans, qui, viendrait un petit peu soutenir ces, 2 hypothèses, même si on sait qu'on va quand même chercher à aller au-delà. Il faut malgré tout prendre le temps de voir ce qu'elles ont, dans le ventre, ces 2 idées-là. On les a présentées dans, l'introduction comme des idées vraisemblables. Si elles n'étaient pas vraisemblables, il n'y aurait tout bonnement pas de problème philosophique. Donc on doit garder cette idée qu'elles sont peut-être pas vraies, mais elles sont vraisemblables. Elles ont l'apparence du vrai, elles ont un certain nombre d'arguments en leur faveur, et c'est pour cette raison d'ailleurs qu'elles peuvent convaincre un certain nombre de personnes de, leur, prétendue vérité. Donc on se pose quelques minutes, au début de l'épreuve, et on essaye de regarder un petit peu ce que pourrait dire le partisan de l'idée d'après laquelle il suffit de suivre ses désirs pour être libre. On recense comme ça, les éléments nécessaires à l'instruction de cette partie-là de notre devoir. Alors ces éléments, ça va être, des définitions, en particulier donc, définition, de la liberté et du désir, parce que si on n'a pas fait dans l'introduction, je rappelle qu'il faut pas tarder à, définir au moins ces 2 concepts clés-là. Ça doit pas attendre davantage que le début du grand 1, sinon on garde un flou qui est, très malvenu sur, le sens, que l'on accorde aux termes qu'on emploie et qu'on va imposer à son lecteur. Il faut que très vite, dans l'introduction ou au début du grand 1, il y ait une sorte de convention qui se mette en place entre le lecteur et l'auteur de la copie autour du sens des mots qui vont être employés dans ce devoir. Donc on prend le temps de poser ces définitions. Et puis c'est pas qu'une question de convention, c'est aussi une question d'argumentation parce que c'est vraiment dans le travail sur les, définitions qu'on va, pouvoir puiser les bases à partir desquelles on va élaborer les arguments qui nous serviront de manière absolument indispensable à la fabrication de cette dissertation. Puisque une dissertation, c'est d'abord et avant tout un exercice argumentatif. Il ne faudrait surtout pas, par exemple, la réduire à une suite, d'exemples justement de quelques cas particuliers. Ces cas particuliers, ils sont pas assez concluants, pas assez solides. On va également, pour pouvoir consolider un peu la réflexion sur le oui aussi bien que sur le non, chercher à faire la liste des différentes références philosophiques, culturelles, historiques, que l'on va pouvoir inclure dans son devoir pour donner un petit peu plus de poids à ces différentes idées. Faut pas hésiter, même si on sait qu'on va les abandonner ensuite et qu'on va chercher à faire mieux, il faut malgré tout, lorsque l'on est en train de s'occuper de ce oui et de ce non, dans le grand 1, puis dans le grand 2, faut vraiment chercher à leur donner le plus de poids possible et ne pas vouloir les affaiblir en se disant que ce sera comme ça plus facile de s'en débarrasser lorsqu'on passera au grand 3. Donc on fait cette espèce de petit recensement, le plus simple étant de passer en revue le cours qu'on a suivi dans l'année, les lectures que l'on a pu faire, afin d'accumuler toutes les références qui vont nous permettre de nourrir cette hypothèse, que ce soit celle du oui ou celle du non, l'une après l'autre. Pensez notamment, je le rappelle, c'est un conseil que j'ai déjà eu l'occasion de donner en classe, pensez notamment à passer en revue les textes que vous avez étudiés pour le bac de français lorsqu'il s'agit de sujets qui traitent de philosophie générale, de philosophie morale, comme c'est le cas là avec notre sujet suffit-il de suivre ses désirs pour être libre,
généralement, on arrive à trouver dans les œuvres étudiées pour le bac de français des références qui viennent de manière très bienvenue nourrir la réflexion. C'est toujours préférable à des références un petit peu plus domestiques qui souvent sont plus pauvres, plus plates et moins valorisantes pour la copie. Alors je procède là à quelques rappels méthodologiques, hein, parce qu'il me semble que ils sont jamais de trop et toujours plutôt nécessaires. C'est des choses que j'ai eu l'occasion de vous dire, mais c'est pas mal de réveiller un petit peu les souvenirs de tout ça régulièrement. Et bien sûr, après ces rappels méthodologiques, je vais appliquer tout ça à ce sujet spécifiquement, hein. Suffit-il de suivre ses désirs pour être libre? Et on va voir comment ça peut marcher lorsque on le fait pour le oui, puis lorsqu'on le fait pour le non. Mais auparavant, donc je termine sur cette partie plus de rappel méthodologique. Et on en vient donc au troisième point. Une fois que vous avez vraiment développé ce que vous pouviez trouver comme référence, comme argument, comme définition pour le oui et puis pour le non, va venir le moment où enfin il faudra aborder ce troisième point, cette troisième voie qui n'est plus le oui bête et méchant et plus le non bête et méchant. Et là, c'est vraiment une situation plus délicate parce que c'est souvent là que ça coince et qu'on a du mal à savoir vers quoi on peut se diriger. Le sujet fermé nous enferme précisément tellement dans cette alternative du oui et du non qu'on est souvent bien en peine de penser à autre chose et de voir cette troisième voie se développer. Alors c'est pour ça aussi qu'il est important de se la garder pour la fin, de s'être un petit peu échauffé sur le oui et le non. Euh, on peut comme ça, pendant qu'on est en train d'élaborer des arguments pour les deux réponses basiques, on peut éventuellement apercevoir des possibilités pour cette troisième voie. Et à ce moment-là, on s'engouffrera dans la brèche pour la suite. Pour l'essentiel, en fait, ce qu'il faut retenir là-dessus, c'est que cette troisième voie, vous allez la voir apparaître si vous procédez à une sorte de variation, une sorte de redéfinition des mots-clés. Elle apparaît souvent, cette troisième voie, lorsque l'on se lance dans une sorte de réinterprétation du sujet qui consiste à se dire que jusqu'à présent, on a considéré les mots importants de ce sujet en un certain sens et on a gardé ce sens pour le oui aussi bien que pour le non. Mais il est peut-être nécessaire d'aller vers une redéfinition de ces termes, vers une manière un petit peu différente de comprendre le sens qu'on leur donne. Et c'est en les employant toujours, mais dans un sens qui n'est plus celui du début, qu'on peut voir apparaître une alternative qui va nous permettre de dégager un grand 3. Alors ça, c'est le conseil d'ensemble, c'est l'idée générale qui, évidemment, comme toute idée générale, reste encore un peu trop vague, mais au moins elle peut s'appliquer à tous les sujets possibles. C'est ça qui doit vous guider, c'est le principe que vous devez retenir, quel que soit le sujet. Et puis là encore, comme pour le grand 1 et le grand 2, on va tout à l'heure, après cette phase de rappel méthodologique, prendre le temps de regarder exactement ce que ça peut donner sur ce cas très particulier du sujet. Suffit-il de suivre ses désirs pour être libre.